Alors, j'aime beaucoup cette phrase de Paul Cézanne qui me paraît vraiment résumer Pissarro. Son humilité, il dit l'humble, mais en même temps le colossal Pissarro. Et le but justement de cette conférence est de vous faire percevoir un peu tous les aspects de son œuvre. Et en effet, nous verrons que Pissarro a joué un rôle très important, pour ne pas dire déterminant, dans le mouvement impressionniste. Alors j'aime beaucoup cette photo, en fait, qui a été prise dans son atelier à Éragny-sur-Epte. Éragny-sur-Epte, c'est dans le Vexin normand, c'est à 3 km de Gisors. Il s'y est installé en 1884. Et là, donc, c'est une photo qui est une des dernières qui ont été prises à la fin de sa vie, puisque Pissarro meurt en 1903. Et donc là, c'est un artiste qui est âgé de 68-70 ans. Il a la vue extrêmement fatiguée. Il a une maladie chronique de l'œil qui lui interdit donc tout contact avec la moindre poussière. Et donc, de ce fait, il va peindre de plus en plus dans son atelier. Pissarro naît le 10 juillet 1830 à Sainte-Amélie sur l'île Saint-Thomas, qui en 1830 appartient à la couronne danoise. Alors à l'heure actuelle, l'île Saint-Thomas fait partie des îles Vierges et appartiennent aux États-Unis. Pissarro, d'ailleurs, a la nationalité danoise à sa naissance et il la conservera toute sa vie durant, sans d'ailleurs éprouver le besoin d'avoir ensuite une autre nationalité. Il aurait pu adopter la nationalité française également, mais il ne l'a jamais fait. Pissarro donc est né en 1830. Cela veut dire qu'il a 2 ans de plus qu'Édouard Manet et surtout qu'il a en moyenne 10 ans de plus que les autres membres du groupe impressionniste. Par exemple, Cézanne, dont nous parlerons assez longuement dans ma conférence, est né en 1839. L'île de Saint-Thomas est un port franc, c'est une zone de commerce florissante. Et Pissarro descend d'une famille de Maranes. Alors les Maranes, ce sont en fait des juifs portugais qui se sont convertis au catholicisme pour échapper à l'Inquisition. Et les parents de Pissarro se prénomment Frédéric et Rachel. Alors Frédéric, lui, est né sur l'île Saint-Thomas. Il a une entreprise prospère de... Alors, excusez-moi, je viens de prononcer à l'instant où je prononçais cette ineptie. Non, Frédéric est né en fait à Bordeaux et il a la nationalité française. Mais il est venu s'installer à l'île Saint-Thomas pour développer en fait un commerce de quincaillerie qui est assez prospère et c'est là qu'il va rencontrer sa femme, Rachel. Alors, il y a une particularité en fait, c'est que les Frédéric et Rachel, bien sûr, sont d'origine juive, comme l'un comme l'autre, mais ils ne vont pas pouvoir se marier à la synagogue parce que la synagogue va refuser leur mariage dans la mesure où Rachel, la mère de Camille Pissarro, c'est un second mariage, épouse son neveu par alliance. Et donc la synagogue ne voudra jamais admettre, en tout cas tout au moins pendant 7 ans durant, cette union. Et ce qui fait que Camille Pissarro, quand il sera enfant, n'ira pas évidemment suivre l'enseignement de l'école juive, mais il sera envoyé chez les frères moraves, ce sont des évangélistes qui accueillent également des enfants, des esclaves affranchis. Alors, ceci a quand même une incidence importante dans l'éducation de Pissarro. Parce qu'en fait, au contact probablement de ces esclaves affranchis, Pissarro sera amené à refuser tout au long de sa vie toute autorité, toute hiérarchie, et il aura un immense dédain pour l'argent. Il sera en fait libertaire et même, nous le verrons plus tard, assez proche des milieux anarchistes. Camille Pissarro a 12 ans quand ses parents donc l'envoient dans le quartier de Passy suivre des études secondaires. Alors, au cours des 5 années passées à la pension Savary,
Camille va révéler de très grands dons pour le dessin et il va se rendre également régulièrement au Louvre où il va commencer à faire des copies. À 17 ans, il revient dans son île natale où le mouvement de la révolte des esclaves conduit finalement à l'abolition des esclaves dans les îles Vierges. Je vous rappelle qu'à peu près à la même époque, en 1848, l'esclavage est aboli avec la loi adoptée, la loi de Victor Schœlcher. Alors de 17 à 22 ans, il revient donc sur son île natale et là, évidemment, il est censé apprendre le métier des affaires et reprendre même peut-être, pourquoi pas, la quincaillerie familiale. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y apporte très peu d'entrain et qu'il continue à faire des croquis, notamment des bateaux qui déchargent à quai les marchandises. Et c'est dans ce contexte, je cite Pissarro, qu'il sent le désir de rompre les attaches avec la vie bourgeoise. En 1851, il fait la connaissance de Fritz Melby, qui est un artiste danois et un peintre paysagiste. Alors, le frère de Fritz Melby, Anton Melby, était un peintre de marine assez reconnu. Et donc, avec Fritz Melby, Camille Pissarro va entreprendre un voyage qui va durer 2 ans au Venezuela entre 1852 et 1854. Camille Pissarro va donc pouvoir pleinement se consacrer au dessin et à la peinture, faisant fi de l'autorité parentale. Les débuts de Camille Pissarro se font loin donc de toute tradition et de toute influence académique. Il partage avec Fritz Melby un atelier qui se trouve à Caracas. On retrouve donc à cette époque quelque chose qui est très important chez Pissarro, c'est en fait l'expérience du travail à plusieurs que Pissarro va pratiquer ensuite en France avec Monet, Cézanne, Gauguin et bien évidemment ensuite avec ses propres enfants. Des œuvres de l'époque du Venezuela qui nous sont parvenues, nous pouvons constater que Camille Pissarro a acquis une certaine maîtrise artistique. Ainsi, par exemple, dans ce premier autoportrait, on perçoit la détermination qui sera le trait majeur de Camille Pissarro avec son acharnement au travail. Bientôt et pour le restant de ses jours, Pissarro portera une barbe aussi fournie qu'indisciplinée. Alors, voici la première photo connue de Pissarro, Pissarro en gaucho. Alors, parmi les quelques toiles qui nous sont parvenues de cette période, il y a cette scène de marché sur la Plaza Mayor qui se trouve donc à Caracas. Alors, dans cette œuvre, le regard du spectateur est attiré par un personnage central portant un chapeau à large bord et un poncho rouge. Et les couleurs sont vives et fortement contrastées, et la palette est réduite à une gamme chaude que rehausse le bleu du ciel et le rouge de la cape du personnage principal. Une lumière ensoleillée baigne l'œuvre, suggérant une atmosphère vivante. La facture du tableau est assurée, mais sans être finie de manière académique. Deux femmes causant au bord de la mer. Alors cette toile a été réalisée à son retour en France, donc en fait Pissarro revient en 1855 et il réalise cette œuvre bien sûr d'après des croquis qui ont été effectués sur l'île natale du peintre. Il s'agit d'une scène de genre qui représente deux femmes portant des paniers en discussion devant un paysage côtier des Antilles. Alors cette œuvre illustre le talent naissant de Pissarro pour la représentation de la lumière naturelle et les interactions humaines, thème que le peintre développera plus amplement par la suite dans ses peintures impressionnistes. Alors on peut remarquer déjà le choix délicat des couleurs, ainsi que l'attention portée aux détails dans le rendu des vêtements et l'environnement naturel qui témoignent de la sensibilité de l'artiste qui à terme aboutira au terme d'un processus pictural à la représentation de la simple sensation face à un paysage. Alors le traitement de la lumière fait penser à Claude Lorrain, qui est un peintre français du XVIIe siècle.
Pissarro revient en France à la fin de l'année 1855 pour ne plus jamais retourner à l'île Saint-Thomas. Alors Pissarro fréquente sans conviction ni persévérance dans un premier temps l'enseignement de l'école des beaux-arts, mais il est très vite lassé de l'enseignement académique qui y est dispensé. Donc Pissarro va suivre ensuite les cours dans différents ateliers libres comme celui de Corot et également celui de l'Académie du Père Suisse. Or Pissarro se lie à l'époque avec des peintres qui seront ensuite à ses côtés les défenseurs d'une nouvelle conception de la peinture. Il s'agit d'Armand Guillaumin, de Claude Monet, de Paul Cézanne, dont la personnalité non conformiste le séduit immédiatement. Il fait également, par l'intermédiaire de Monet, la connaissance de Frédéric Bazille, d'Auguste Renoir et d'Alfred Sisley. Alors, pour survivre, Pissarro peint tout comme Armand Guillaumin des stores et des enseignes. Dans les premières œuvres de Pissarro de 1856 à 1865, qui ont survécu aux destructions de la guerre de 1870, et je m'en expliquerai plus tard, l'artiste expérimente en fait différentes techniques qui renvoient encore à différentes influences picturales et dont Pissarro va s'affranchir progressivement au fur et à mesure qu'il trouve son propre style. Alors dans ce tableau intitulé Aller dans la forêt, bien sûr on pense à l'école de Barbizon. Et puis vous avez le petit bonnet rouge, hein, qui est un peu la marque de fabrique de Corot, dont Camille Pissarro se revendique à l'époque. Alors il faut savoir que Camille Pissarro était d'une nature extrêmement généreuse et il n'hésitait pas à rajouter un petit point rouge et à signer des tableaux qui souvent étaient troussés par certains de ses élèves, et je pense notamment à certains Trouillebert, pardon, excusez-moi, Trouillebert, dont les œuvres ont un petit peu inondé le marché. Alors il n'est pas toujours aisé pour cela de faire la part entre des coraux authentiques et des coraux sur lesquels le peintre a simplement intervenu en donnant quelques coups de pinceau. En 1860, Camille Pissarro va tomber amoureux de la bonne de ses parents, Julie Velay, qui est à 8 ans de moins que lui. Et elle est bientôt enceinte de son premier enfant, Lucien. Alors elle est d'origine très modeste, je crois d'ailleurs qu'elle est d'origine bourguignonne, et en plus elle est de confession catholique. Alors imaginez évidemment le désappointement, c'est le moins qu'on puisse dire, des parents de Camille Pissarro, et le père sera tellement furieux de cette mésalliance qu'il décide de couper les vivres à son fils. Alors, discrètement, la mère, Rachel, va tout de même venir au secours du jeune couple qui va s'installer à la Varenne-Saint-Hilaire sur la Marne. Et Julie va donc travailler dans les champs pendant que Pissarro peint. La Marne à Chenevière. Alors, ce tableau sera exposé au salon de 1865 et on peut dire qu'elle s'apparente à celle de François d'Aubigny. La composition est conçue comme un vaste panorama. L'immense étendue du ciel et de l'eau, l'un reflétant dans l'autre, s'équilibre. Le seul indice d'activité humaine se limite à la barque qui traverse la Marne juste à gauche du centre. Les toits des constructions, bruns et rose saumon, ainsi que les murs blancs, mettent en valeur les tons prédominants de bleu et de vert. Péniche sur la Seine. Alors c'est peut-être le tableau que vous n'avez pas vu, hein, Birgit, qui était sur un autre pan de mur du musée Pissarro. Alors Oui, cette toile d'ailleurs est la seule que possède le musée Camille Pissarro de Pontoise. Il s'agit d'un paysage naturaliste aux teintes foncées dont la composition est plutôt équilibrée. Les falaises calcaires qui sont au loin sont peut-être celles de la Roche-Guyon, endroit où le peintre a fait plusieurs séjours. L'effacement de certains détails semble annoncer l'impressionnisme. Camille Pissarro, Le chemin de l'Écluse et le pont de Pontoise, 1867.
Camille Pissarro découvre Pontoise, accessible depuis 1862 par le train. La ville est nichée parmi les collines et l'Oise qu'enjambe un pont. Camille Pissarro va s'installer à Pontoise avec sa famille en 1866. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'aujourd'hui encore, cette petite ville charmante qui compte 35 000 habitants n'a pratiquement, tout au moins pour son centre-ville, n'a pratiquement pas changé. Et même d'ailleurs, l'un des quartiers où habitait Pissarro, le quartier de l'Ermitage et aussi le quartier du Chou, sont restés à peu près intacts. Et on peut même d'ailleurs y retrouver certains endroits où Pissarro et même Gauguin, voire même Cézanne, ont peint. Ces endroits existent toujours et sont tout à fait identifiables. Alors Pontoise, peut-être aussi parce que la localisation a été choisie par Camille Pissarro, bien sûr parce que les loyers y étaient peu chers. On n'est pas très loin de Paris, on est à une trentaine de kilomètres. Donc, comme je l'ai dit, Pontoise a été desservie depuis 1862 par le train. Et puis, il y a la proximité aussi à Auvers-sur-Oise, donc à 6 kilomètres de Pontoise, de François d'Aubigny. François d'Aubigny qui n'hésite pas à inviter un certain nombre de ses amis artistes à venir peindre avec lui, notamment sur son atelier bateau qui s'appelle le Bottin. Alors pour en revenir à ce tableau qui est de 1867, on peut observer que la facture et la pâte sont relativement épaisses. En fait, Pissarro a certainement utilisé pour ce tableau le couteau à palette, dont se servait par exemple beaucoup Courbet, et ça rappelle en effet un petit peu la facture de Courbet. En revanche, pour ce qui est de l'atmosphère de paix et d'harmonie, on peut penser plutôt à Corot. N'oublions pas que jusqu'en 1865-1866, Pissarro se revendique encore comme élève de Corot. Alors avec cette toile qui date de l'année suivante, on observe quand même un changement, je dirais, assez significatif dans le style de Pissarro. Par rapport donc au tableau précédent, on peut considérer que la facture est plus légère, rendant même perceptible la vibration de la lumière. Et Camille Pissarro est très attiré par les quais de l'Oise, où il trouve l'illustration de l'activité humaine industrielle dans un paysage fluvial et végétal. Alors, vous observez notamment cette cheminée qui fume. Elle sera d'ailleurs cette cheminée d'usine, qui est une usine qui distille de la colle à partir de betteraves à sucre. En fait, sera représentée dans de nombreux tableaux par Pissarro. Oui, j'ai oublié de dire aussi une chose qui a son importance, c'est que Pontoise est probablement la ville la plus représentée dans l'œuvre d'un peintre, puisque Camille Pissarro lui a consacré plus de 300 toiles. Et que de ce fait, Pontoise est connu mondialement, puisque ces tableaux de Pontoise se trouvent dans des grands musées, notamment à l'étranger. Là, on l'a vu dans le tableau précédent, c'était Tel Aviv, mais là c'est Mannheim, et puis bien sûr aux États-Unis où il y a de très nombreux Pissarro, ainsi qu'à Londres, du fait d'ailleurs du legs de Lucien Pissarro, l'un des fils de Camille Pissarro. Alors, c'est un assez joli tableau et je trouve qui annonce, peut-être me semble-t-il, un tournant vraiment dans l'œuvre de Pissarro. Nature morte. Alors, dans cette œuvre, les natures mortes sont très rares hein, dans l'œuvre de Pissarro. Je crois il a dû en faire moins d'une dizaine, hein. Les autres natures mortes connues sont plutôt des bouquets de fleurs. Alors, cette nature morte n'a jamais quitté l'atelier de l'artiste, hein. La composition est structurée, les contrastes de couleurs dénotent un style audacieux, et la disposition des objets concourt à l'organisation des horizontales et des verticales équilibrées. Deux diagonales, le pain, et le couteau qui dépasse donc du plat crée un espace en direction du spectateur. Les couleurs du plat et les trois pommes qui occupent la position centrale rehaussent les tons neutres de l'avant-plan. L'étendue du fond est brisée par les deux louches accrochées au mur. La représentation de la nappe
révèle l'utilisation du couteau à palette et les grandes touches de pinceau qui sont encore dans le style de Courbet. La technique annonce un peu celle de Cézanne, auquel Camille Pissarro prodiguera plus tard ses conseils. La côte du Jalais. Alors évidemment, Pissarro est surtout connu pour ses paysages, et d'ailleurs le but de ma conférence est peut-être de vous faire découvrir d'autres aspects aussi de son œuvre. Pissarro ne peut pas se ramener uniquement à un peintre purement paysagiste. Alors cette vue de quelques maisons situées dans le creux d'un vallon est traitée avec une gamme de couleurs plus étendue bien sûr que pour la nature morte que nous avons vue précédemment et qui lui est d'ailleurs contemporaine. Alors vous remarquez au premier plan à droite la diagonale sombre du bosquet vert foncé et la mise en valeur de l'horizontale d'un plateau au lointain tapissé de champs. Il se dégage de l'ensemble une douceur qui radie la lumière malgré un ciel couvert. Ce tableau figure au salon de 1868 et attire à Camille Pissarro quelques compliments, dont ceux de Zola. Alors voici ce que dit Zola. Pissarro possède la force et la largeur de touche. Il peint grassement, suivant les traditions comme les maîtres. Et j'ai rarement rencontré une science plus profonde. Un tableau de cet artiste est un acte d'honnête homme. Je ne saurais mieux définir son talent. Les coteaux de l'Ermitage. C'est un des joyaux du Guggenheim Museum de New York. Camille Pissarro est très attaché au quartier de l'Ermitage où il résidera. Cette toile est probablement l'une des grandes réussites de la première période pontoisienne de l'artiste. En effet, Pissarro a effectué plusieurs séjours. Alors tout d'abord ce premier séjour, 1866 à 1869. D'ailleurs, il alternera entre Pontoise et Louvciennes. Et puis la deuxième période où il restera durablement pendant plus d'une dizaine d'années, entre 1871 et 1883. Alors la puissance qui se dégage de ce tableau provient de la composition structurée et de l'harmonie sourde des couleurs. Les verts et les bleus, les gris et les beiges, et même le rouge des cheminées en mode atténué. Si nous filons un peu la métaphore musicale, on pourrait dire en mode mineur. Tableau de Monet, donc qui représente la route de Versailles à Louvciennes. Alors il semble en fait que Pissarro quitte Pontoise et s'installe à Louvciennes pour pouvoir peindre avec Claude Monet qui se trouve à proximité à Bougival. Pissarro, tout comme Monet, vont donc représenter les rues et les pentes de Louvciennes, et tout particulièrement la route vers Versailles. Alors j'attire votre attention sur la grosse maison qui est sur la gauche, c'est le 22 de la route de Versailles, et c'est là donc que résidait Camille Pissarro et sa famille. Alors ici, la diagonale traduit la route, où les personnages en mouvement soulignent la direction. La répartition des arbres et des maisons de part et d'autre de la route donne de l'ampleur à la composition et sert, là aussi je file la métaphore musicale, de contrepoint horizontal. La période de Louvciennes est marquée par l'importance de la géométrie dans les tableaux, avec une facture qui utilise des touches de peinture brèves en forme de point-virgule. Alors voici une autre vue encore de la route de Versailles. Alors je dirais qu'avec Monet, Pissarro est peut-être le peintre dans le mouvement impressionniste qui a su le mieux rendre les infinies nuances des effets atmosphériques. Encore une autre vue de Louvciennes. Alors un effet de printemps, là on voit évidemment les arbres qui fleurissent. Maintenant, la route de Louvciennes, à nouveau, et c'est une aquarelle. En fait, tout au long de sa vie, Pissarro va expérimenter différentes techniques. Alors, le dessin, la gravure, j'aurai l'occasion d'y revenir, et puis l'aquarelle, où il excellait, hein. Et celle-ci, ma foi, est très, très réussie et se trouve au Getty Museum. L'aquarelle est une technique d'ailleurs qui nécessite une grande rapidité d'exécution. La châtaignière en hiver. Alors là, nous revenons évidemment avec une huile. Renoir disait: le blanc n'existe pas dans la nature.
Il y a un ciel au-dessus de la neige. Le ciel est bleu, et ce bleu doit apparaître sur la neige. De même, aucune ombre n'est noire. Elle a toujours une couleur. Avec une gamme de couleurs réduites, Pissarro recrée le jeu délicat du reflet sur les branches, les troncs des arbres et le sol. Conversation à Louvciennes. Dans le petit jardin de la maison du peintre à Louvciennes, au bord de la route, la femme de l'artiste, donc Julie Vellet, Julie Pissarro, non Julie Vellet, elle n'est pas encore mariée, ils vont se marier un peu plus tard à Londres. Alors Julie Vellet se bavarde avec une voisine qui se tient de l'autre côté d'une palissade en bois. Et la silhouette sombre et sévère de Julie constitue l'élément central du spectateur, avec l'enfant qui se tient également, c'est un groupe, hein, avec bien sûr la personne à laquelle elle parle, et puis l'enfant qui doit être vraisemblablement Lucien Pissarro. La clôture et la plate-bande fleurie dessinent une forte diagonale, avec la verticale de l'arbre isolé légèrement à droite au centre du tableau. Aucune animation ne vient troubler la tranquillité d'une paisible après-midi en province. Le ciel bleu, qui occupe le coin droit supérieur sur lequel se détache le feuillage, offre une surface transparente équilibrant les masses sombres de la partie inférieure du tableau. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à la période londonienne. En 1870, Pissarro échappe à la mobilisation probablement en raison de sa nationalité danoise qui, je le rappelle, il conservera toute sa vie durant. Il fuit avec son épouse, à nouveau enceinte, à Londres. Et les Pissarro vont s'installer à Norwood, en banlieue sud de Londres, où Camille va retrouver le peintre François d'Aubigny, qui lui présentera le marchand Paul de Ronruel, qui lui achètera deux toiles et deviendra son marchand attitré. Alors, c'est une rencontre capitale pour Pissarro, qui a attiré toujours le diable par la queue, hein, c'est-à-dire il a toujours eu des fins de mois très difficiles et il devra faire avec, ou plutôt sans, pour survivre avec sa progéniture. Et Durand Ruel va lui acheter un grand nombre de toiles. Alors ce ne sera pas d'ailleurs le seul marchand, hein. À la fin, dans la dernière période de Pissarro, il y aura aussi les Bernheim qui lui achèteront des toiles. Et pendant la période, et ça nous aurons l'occasion d'y revenir, néo-impressionniste qui ne plaisait pas du tout à Paul Durand Ruel, ce sera le frère de Vincent Van Gogh, Theo Van Gogh, qui lui achètera certaines toiles. Alors à Londres, et c'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles Pissarro est parti à Londres, c'est qu'il va y retrouver Monet. Et ils vont peindre d'ailleurs souvent les mêmes sujets. Alors dans cette toile, Pissarro s'intéresse aux saisons et aux conditions météorologiques. Ici, on retrouve évidemment la prédilection de Pissarro pour les scènes enneigées par temps hivernal, tout comme dans cette toile suivante, qui représente donc les hauts de Norwood. La route de Sydenham. Par temps clair au printemps, là aussi on retrouve cette capacité déjà chez Pissarro à saisir, je dirais, toutes les nuances des effets atmosphériques. Le Crystal Palace. Alors, le Crystal Palace a donné son nom à un quartier, je crois, de Londres. Mais en fait, c'était le palais au départ des expositions de 1854, exposition universelle. Paris a eu son exposition universelle l'année suivante, hein, en 1855. Et c'est l'année d'ailleurs où revient Pissarro de l'île Saint-Thomas, pour ne plus jamais d'ailleurs y retourner. Alors le Crystal Palace, évidemment, a connu son heure de gloire lors de cette grande exposition universelle. Et il sera détruit, je crois, par un incendie en 1936, il me semble. Alors là, sur cette toile, on voit des effets en fait de temps couvert, probablement avec un vent qui doit un peu souffler, hein, à la façon dont le drapeau flotte. Alors là aussi, changement complet d'atmosphère,
hein, le Crystal Palace partant de ensoleillé. Voilà, c'est assez saisissant hein, de voir l'un et après l'autre. Alors dans la station de Punch, on peut considérer que c'est une version assez sage, hein, somme toute, du thème traité par Turner, pluie, vapeur et vitesse, que Pissarro avec Monet ont certainement admiré à la National Gallery. Dulwich College. Dans la mare du premier plan se reflètent les maisons, les arbres et le ciel. Alors on peut quand même souligner l'effet vraiment particulièrement réussi du traitement des ombres et de la lumière. On sait que Pissarro a attentivement examiné au musée les œuvres de Constable, qui sera le premier peintre, déjà au XVIIIe, à peindre uniquement des ciels changeants, anticipant l'étoile d'Eugène Boudin. À son retour d'Angleterre, quand il revient à Louvciennes, à l'exception d'une quarantaine de toiles, tout a été saccagé. Alors Pissarro, c'est un drame évidemment pour lui, parce que Pissarro ne pourra plus vivre sur un stock de peinture à vendre. Donc il va devoir repartir quasiment à zéro, ce qui va évidemment chez lui entraîner une période d'immense gêne financière. Alors, Pissarro évoque la perte de 1500 toiles. Joachim Pissarro, qui est l'arrière-petit-fils hein, de Camille Pissarro, qui a entrepris le catalogue raisonné de l'œuvre de son arrière-grand-père, ne croit pas du tout à ce nombre. Il le trouve tout à fait gonflé, parce qu'on peut difficilement imaginer comment en 15 ans, Pissarro a pu produire autant de toiles que dans les 30 dernières années de sa vie. Non, le nombre probablement devait avoisiner plutôt 5 à 600 toiles, ce qui est déjà énorme. 40 toiles sauvées, c'est même pas un dixième. L'autoportrait de 1873. Alors c'est le second autoportrait parmi les cinq connus de l'artiste en date. Alors Pissarro, sur cette toile, est âgé de 43 ans. Il a le front déjà dégarni, la barbe légèrement grisonnante, et qui lui donne en fait l'aspect d'un patriarche biblique, comme Abraham. Sans autre prétention que celle d'observer au plus près ses traits, Pissarro peint sans phare un homme dont la modestie et l'humanisme chaleureux forcent l'admiration et le respect de ses amis. L'année même de ce portrait, Manet et ses amis décident de ne plus soumettre leurs œuvres au jury des salons pour organiser l'année suivante, en 1874, la première des 8 expositions impressionnistes, et ce jusqu'en 1886. Alors, la première exposition impressionniste est inauguré le 15 avril 1874 au 35 boulevard des Capucines dans les locaux du photographe Nadar, de Félix Tournachon. Alors en fait, là sur cette photo qui est de 1860, on voit bien que les locaux en fait du photographe occupent les deux derniers niveaux hein, de ce bâtiment qui existe encore, qui a été un petit peu rénové, mais enfin la grande verrière a été conservée. Alors, Pissarro et l'idée, en fait, il va s'inspirer d'une société coopérative des boulangers de Pontoise pour créer une société anonyme et coopérative des artistes, peintres, sculpteurs et graveurs qui vont exposer. Les membres de la société donc, sont Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, bien sûr, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley et Berthe Morisot. Agacés de voir constamment leurs tableaux refusés au salon officiel, donc ces peintres vont décider de se réunir afin d'organiser eux-mêmes leur propre exposition sans jury ni récompense. Alors la société d'ailleurs au demeurant sera dissoute dès la fin de la première exposition car l'exercice sera déficitaire. C'est donc la première exposition d'une série de 8, dont la dernière se tiendra en 1886. Camille Pissarro est le seul à avoir participé aux 8 expositions, n'hésitant pas à faire rentrer dans le groupe des exposants
comme Paul Cézanne, Paul Gauguin, et dans la dernière qui se tiendra en 1886, Georges Seurat et Paul Signac, ce qui sera d'ailleurs source de discorde au sein du groupe initial. La nature pacifique, la modestie et l'ouverture aux autres de Camille Pissarro lui font jouer donc un rôle prépondérant dans l'organisation de ces 8 manifestations. À chacune de ces manifestations, le public découvre de nouveaux aspects du talent de Pissarro, en quête permanente d'expérimentation de nouvelles techniques ou de sujets différents. Alors voici bien sûr le tableau peut-être le plus connu de l'impressionnisme, et pour cause, déjà parce que il a donné son nom au mouvement. Alors c'est un critique en fait, hein, qui s'appelle Louis Leroy dans le Charivari, qui pour dénigrer, se moquer en fait par dérision de ces peintres, les avait stigmatisés d'impressionnistes. Alors cette toile a été léguée en fait en 1940 par Victorine Donob de Monchy. Et l'appellation est d'ailleurs assez flottante, puisqu'on trouve même dans un inventaire de 1957 cette toile intitulée non plus Impression du soleil levant, mais Impression du soleil couchant. Bon, pourquoi pas. La première exposition regroupe 165 tableaux et demeure la plus décisive par son caractère novateur. La foule nombreuse vient découvrir avec curiosité les œuvres exposées. Alors c'est la luminosité des toiles hein, qui attire le regard. Alors il y a aussi deux innovations sans lesquelles le mouvement impressionniste n'aurait pas été ce il a été. C'est tout d'abord l'invention du tube en couleur, ce qui va permettre aux impressionnistes d'utiliser la couleur pure et de ne plus avoir surtout à faire leurs couleurs, à mélanger les couleurs. Et puis la deuxième innovation, c'est le chevalet portatif qui permet de s'installer à peu près partout, dans n'importe quel lieu, dans la nature en particulier. Le critique Ernest Chénaud note un retour général vers la peinture claire, vers la peinture qui se puisse voir sans torticolis et conserver ses qualités d'aspect à la lumière du jour et à celle du soir dans nos appartements. Lors des expositions ultérieures, les critiques vont se déchaîner parfois violemment contre les coloris vifs et l'emploi des couleurs bleues et violettes à la place du noir. Alors la deuxième exposition va se tenir chez le marchand Paul Durand-Ruel. Alors Paul Durand-Ruel a joué un rôle clé puisqu'il a acheté près de 12 000 œuvres aux différents peintres impressionnistes. C'est gigantesque. Et également, il va faire découvrir le mouvement impressionniste aux États-Unis, d'où effectivement l'importance des peintres impressionnistes dans les collections américaines. Alors là, évidemment, les critiques sont très sévères, pour ne pas dire plus, vous allez voir. Le critique Albert Wolff, dans Le Figaro, journal conservateur, écrit La rue Le Pelletier a du malheur. Après l'incendie de l'opéra, alors oui, il faut savoir que l'opéra a brûlé rue Le Pelletier en 1873. Et d'ailleurs, seule la bibliothèque sera sauvée, grâce aux bibliothécaires hein, qui ont eu les réflexes de faire ce qu'il fallait pour éviter que le feu ne se répande et ne contamine la précieuse bibliothèque. Et Dieu sait s'il y avait des choses extrêmement précieuses. Hein. Il faut savoir également que l'Opéra Garnier est toujours en cours de construction. Hein. Il ne sera inauguré définitivement qu'en 1875. Donc, après, la rue Le Pelletier a du malheur. Après l'incendie de l'Opéra, voici un nouveau désastre qui s'abat sur le quartier. 5 ou 6 aliénés, dont une femme, bon, c'est Berthe Morisot, hein. Un groupe de malheureux atteints de la folie et de l'ambition se sont donné rendez-vous dans la galerie pour exposer leur œuvre. Faites donc comprendre à monsieur Pissarro que les arbres ne sont pas violets, que le ciel n'est pas d'un beurre frais, que dans aucun pays on ne voit les choses qu'il peint, et qu'aucune intelligence ne peut adopter de pareils égarements. En voilà un éreintement. Les journalistes remarquent une forte parenté entre les travaux de Monet et de Pissarro. Le critique Georges Dolby écrit
les deux seuls exposants qui puissent réellement justifier le titre d'intransigeant et de rénovateur de l'art, car leurs œuvres témoignent d'une volonté froide et d'une folie préconçue et développée par un esprit de système. Or, toutefois, quelques critiques positives, comme celle d'Eugène Murer, qui trouve la manière de Pissarro harmonieuse, douce et naïve. Cet artiste excelle à peindre les différentes saisons de l'année et les ordinaires changements de l'atmosphère. Émile Zola reconnaît le travail de Pissarro et écrit: chez Pissarro, les notes prennent une simplicité et une netteté plus naïves. Cet artiste a un très grand talent et une interprétation très personnelle de la nature. La Meule, donc 1873. Donc elle précède de peu le. Je crois d'ailleurs que c'est une des toiles qui figurait donc dans la première exposition des impressionnistes en 1874. Alors autour de la meule, hein, qui est presque conique, s'ordonne l'ensemble de la peinture. La plaine est divisée en zones blanches, jaunes, vertes et roses. Le ciel se nuance de rose, de blanc, de violet et de bleu. La luminosité de la peinture témoigne de l'un des renouvellements saisonniers de la nature, la moisson. Alors j'aimerais vous parler d'une femme qui a compté pour Camille Pissarro, dont il a fait la connaissance à Pontoise par l'intermédiaire d'ailleurs de son ami, le peintre Béliard, Édouard Béliard, qui partageait tout à fait les idées de Pissarro, donc proche de l'anarchisme, et surtout Édouard Béliard était lui-même franc-maçon. Et donc Maria de Rème est une femme intéressante. Là, elle est représentée en tenue de loge maçonnique. Il faut savoir que c'est la première femme à être admise dans une loge maçonnique. Alors, Maria de Rème, c'est avant tout une militante radicale de la cause féministe et elle sera également l'amie de George Sand et de Victor Hugo. Alors Maria de Rème est propriétaire d'une grande maison de maître qu'on appelle le château des Mathurins et qui existe toujours hein, dans le quartier de l'Ermitage à Pontoise et dont le jardin va servir de motif à plusieurs œuvres importantes de Pissarro. Alors, je vous montre une première toile qui se trouve aux États-Unis, le jardin des Mathurins. Et j'aime beaucoup celle qui suit, qui rappelle d'ailleurs peut-être plus, je dirais, Monet. Voilà, avec ces merveilleux massifs de fleurs. Et donc maintenant, j'en viens à un épisode clé hein, de Pissarro et dans sa rencontre et je dirais sa collaboration avec Cézanne. Alors j'aime beaucoup cette photo qui représente donc Pissarro est debout. Et Cézanne est assis. Alors, vous voyez que Cézanne est déjà n'est plus très jeune. Hein. En fait, Cézanne est arrivé à Paris en 1861. Il a rencontré Pissarro à l'Académie suisse. Mais Pissarro et d'ailleurs sera le premier à déceler chez ce jeune artiste un talent naissant. Mais en fait, quand Cézanne va venir voir Pissarro pour alors je ne dis pas prendre des cours, mais en fait s'inspirer je dirais, euh, de se nourrir, je dirais, plutôt de la peinture de Pissarro. Cézanne n'est plus déjà un homme très jeune. Il a 38 ans. Et en fait, il y a un avant, un Cézanne avant sa collaboration avec Pissarro, et il y aura ensuite un Cézanne après. Donc c'est vraiment une rencontre pour Cézanne déterminante. Et Cézanne, donc en fait, prend comme modèle et même pour maître Camille Pissarro. Et voici ce qu'il dit de Pissarro. Quant au vieux Pissarro, ce fut un père pour moi. C'était un homme à consulter et quelque chose comme le bon Dieu. Ou encore, ce qui fait que nous sortons peut-être tous de Pissarro, c'est qu'il a eu la veine de naître aux Antilles. Là, il a appris le dessin sans maître. Il m'a raconté tout ça.
En 1865, déjà, il éliminait le noir, le bitume, la terre de sienne et les ocres. C'est lui, oui, le premier impressionniste. Alors que personne ne regarde la peinture de Cézanne, Pissarro est le seul à la défendre. Et il écrit en 1872: Notre Cézanne nous donne des espérances, et j'ai vu des peintures. J'ai chez moi une peinture d'une vigueur et d'une force remarquables. Si, comme je l'espère, il reste que quelque temps à Auvers où il va demeurer, Cézanne étonnera bien des artistes qui se sont hâtés trop tôt de le condamner. Alors Cézanne va venir s'installer quai du Potuit à Pontoise et les deux peintres posent leurs chevalets côte à côte pour peindre le même motif. Si Pissarro travaille sans relâche, Cézanne préfère attendre un instant précis pour trouver la lumière juste. Alors il y a une petite anecdote amusante qui est rapportée par Lucien Pissarro à ce sujet, qui remonte aux années 1872-1873. Je cite: Cézanne était assis dans l'herbe, sans doute attendant l'heure de son effet, et papa peignait un peu plus loin. Passe un paysan qui s'approche alors de Camille Pissarro et lui dit: Il se la foule pas, votre ouvrier. Alors, ce magnifique portrait de Paul Cézanne date de 1874 et Pissarro y tenait beaucoup d'ailleurs parce qu'il va la conserver jusqu'à sa mort en 1903. Alors, cette toile montre Cézanne assis en vêtements de campagne dans une pièce. Sur le mur du fond sont accrochés au-dessus d'un paysage alors que vous distinguez, hein, il y a une maison, hein, en fait, c'est la route de Gisors, la maison du père Gallien. Donc, en fait, il y a un tableau, une toile de Pissarro qui est représentée, et au-dessus, aux angles supérieurs, vous avez deux caricatures. Alors, à droite, c'est pas très apparent, mais enfin, vous avez une caricature d'Adolphe Thiers. Alors, Adolphe Thiers, c'est le chef d'État conservateur qui a réprimé dans le sang la commune de Paris. Je vous rappelle quand même 20 000 morts hein, lors de la semaine sanglante entre le 21 et le 28 mai 1871. Et à cet égard, on connaît les idées de Pissarro, qui était plutôt un sympathisant de la commune. Et Gustave Courbet, donc de l'autre côté. Alors Gustave Courbet, le peintre, lui, a participé à la commune, et en plus, il a été accusé d'avoir déboulonné la colonne Vendôme. Alors, d'ailleurs, ça lui a valu de très gros ennuis. Tout d'abord, il a été interné dans la prison pour dette Sainte-Pélagie. C'est une prison qui n'existe plus, mais qui se trouvait rue de la Clé, hein, dans le 5e arrondissement à Paris. Et c'était donc la prison pour dette. Et comme il n'arrivait pas à payer l'amende absolument colossale qu'on lui réclamait pour la remise en état en fait de la colonne Vendôme, Courbet n'aura pas d'autre choix que de fuir en Suisse, où il va finir ses jours. Alors dans ce tableau, je reviens au tableau, Cézanne tourne le dos hein, à ses personnages et on peut dire que d'une façon absolument symbolique, il tourne le dos à la société. Alors il est habillé en ouvrier, hein, et d'après les photos de l'époque du 175, du 177, Pissarro et Cézanne s'habillaient comme des montagnards. Souvenir peut-être de la lecture d'Élisée Reclus, Histoire de la montagne, géographe et philosophe qui a introduit les théories anarchistes en France. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu sur des motifs identiques ou à peu près identiques, les versions de Pissarro et de Cézanne. Alors tout d'abord, le jardin de Maubuisson par Camille Pissarro. Alors la composition de Pissarro ici est dominée par un verger en fleurs, tout vibrant de lumière. Pissarro disait quand je commence une toile, je cherche un accord, une harmonie. La couleur est décomposée en une multitude de touches, de peintures fractionnées, qui produisent un sentiment plus abouti de la nature, reflet de la sensation éprouvée par l'artiste. Alors, l'exécution en plein air doit être rapide, hein, car à tout moment il peut y avoir une averse ou un coup de vent violent qui peut compromettre bien sûr la réalisation de la toile. Alors voici ce qu'en fait Paul Cézanne. Euh,
Cézanne, en fait, privilégie ici les caractéristiques qu'on va appeler d'un mot peut-être un petit peu, je dirais, pédant, architectonique, c'est-à-dire conforme à la technique de l'architecture. Donc Cézanne privilégie les caractéristiques des maisons qui dominent les jardins qui sont en contrebas. La peinture donne une impression d'inachevé. Et Cézanne dira, l'art est une harmonie parallèle à la nature. Alors par parallèle, il faut entendre plutôt équivalente, hein. L'art n'est plus soumis à la nature chez Cézanne. La couleur a sa propre logique, avec un traitement abstrait, des motifs réduits à des lignes horizontales et verticales. C'est ce qui contribue au langage visuel propre à Cézanne, et je dirais si personnel, qui nous le font identifier tout de suite. Le quartier de Valhermeil, donc voici ce qu'en fait Pissarro, et voici ce qu'en fait Cézanne. Alors, la juxtaposition des deux tableaux met en évidence le côté constructif de chacune des toiles, mais on voit bien que chez Cézanne, ce dernier accentue davantage la structure et les contrastes colorés. Le moulin de la couleuvre, je l'ai passé très vite, excusez-moi. Je vais voir si je peux, parce que c'est une toile quand même qui est intéressante. Parce que le moulin de la couleuvre existe toujours à Pontoise. Il a été restauré. Et en fait, vous avez un petit affluent de la Viosne. Vous avez en fait l'Oise, et la Viosne est déjà un affluent de l'Oise, et la Couleuvre, qui est un petit rue, en fait, est un affluent de la Viosne. Voilà. Et là, on voit effectivement qu'il y a déjà une radicalisation, hein, de Cézanne. La route de Saint-Antoine, donc par Pissarro. On aperçoit la dernière grosse maison qui se détache au loin, c'est euh, le château habité par des Mathurins, le château habité par Maria de Rème. Et voici ce qu'en fait Paul Cézanne. Alors j'aime beaucoup cette toile, le petit pont à Pontoise. Parce qu'en fait, là, dans cette toile, Pissarro manifeste son goût pour ce qu'il trouve de sauvage chez Cézanne dans son approche spatiale et la couleur heurtée de façon méthodique. On peut dire de ce tableau que c'est un Pissarro cézannien. Le pont de Mincy. Alors, le pont de Mincy, c'est une toile donc, qui est peinte en 1879 par Cézanne. Et vraiment, là, cette toile nous permet de mesurer la proximité stylistique, en fait, entre les deux artistes, hein. Le paysage est simplifié pour en dégager des lignes de force, et notamment par une technique très, très particulière de Cézanne qui consiste en des aplats qui se chevauchent. Alors Cézanne va s'affranchir, en fait, on le voit là déjà dès cette période, hein, il s'affranchit de l'impressionnisme de salon dans une quête de radicalité qui préfigure le mouvement cubiste. Et en 1906, soit 3 ans après la mort de Pissarro, Cézanne va rendre le plus bel hommage à son mentor à la faveur d'une exposition d'un peintre aixois en se présentant comme élève de Pissarro. Alors voici l'une de mes toiles préférées de Pissarro. Elle se trouve à Orsay. Elle faisait partie de la collection Caillebotte. Elle s'intitule Les Toits rouges. Alors cette toile est recouverte d'une multitude de petites touches, formant par endroits une couche épaisse. Elles disparaissent lorsqu'on regarde le tableau à distance. N'oubliez jamais de le faire quand vous êtes dans une salle d'exposition, hein, de regarder le tableau de près et ensuite de vous en éloigner. C'est très intéressant. Ici, les touches subtilement différenciées suggèrent la délicate variété de la nature. Et l'accumulation de ces petites teintes variées donne à cette œuvre un relief et une richesse de gradation qui rappellent les émaux. Pissarro recherche davantage que Cézanne l'unité. Il est davantage soucieux de préserver avant toute chose la sensation éprouvée par l'artiste. On peut dire que chez Cézanne, c'est peut-être plus conceptuel. Alors maintenant, j'aimerais aborder l'autre grande relation aussi picturale, c'est la relation entre Pissarro et Gauguin. Alors autant j'ai dit pour Cézanne que Cézanne n'était pas un homme jeune quand il commence à travailler avec Pissarro.
Autant Gauguin avait quasiment tout à apprendre quand il rencontre Pissarro. Alors, Gustave Arosa, qui est un puissant homme d'affaires et un très grand collectionneur, va introduire Gauguin dans le cercle des peintres impressionnistes. Et en 1874, Gauguin va faire la connaissance de Pissarro, qui lui donne envie de peindre et d'exposer à ses côtés. Alors, ils ont un point en commun, hein, c'est qu'ils ont une enfance passée dans les contrées lointaines. Alors, pour Gauguin, c'est le Pérou. N'oublions pas que la grand-mère de Gauguin est Flora Tristan. Flora Tristan était péruvienne de par son père. Et alors Flora Tristan est une femme qui a compté, hein. C'était une grande militante féminine et elle était socialiste. C'était aussi une femme de lettres, hein, qui a laissé de nombreux ouvrages et écrit de nombreux articles. Alors Gauguin va abandonner son métier de courtier en valeurs mobilières pour se consacrer à la peinture. Alors oui, j'aime beaucoup ce double portrait de Gauguin et de Pissarro qui se trouve au Louvre. C'est un fusain avec des crayons de couleur. En fait, Pissarro a fait le portrait de Gauguin, qu'on reconnaît assez bien. Et Pissarro a fait celui de... et Gauguin, pardon, a fait celui de Pissarro. C'est un témoignage très émouvant qui symbolise en fait leur collaboration. Alors Pissarro va apprendre à Gauguin déjà à voir un paysage, et à le reproduire, et puis aussi à utiliser des couleurs sur une toile. Gauguin va donc assidûment fréquenter Pissarro et reconnaîtra plus tard sa dette envers son professeur. Il n'y a rien de dogmatique, hein, chez Pissarro, hein. Il aiguille dans sa propre voie l'artiste auquel il prodigue ses conseils, hein, et encouragements. Je vous en renvoie évidemment à la collaboration avec Cézanne. Alors après, d'ailleurs, les deux artistes se fâcheront, enfin, parce que euh, Pissarro aurait aimé que Gauguin se rapproche davantage de Cézanne, ce que fera jamais Gauguin, puisque Gauguin, après, ira à Pont-Aven et il va forger, surtout quand il ira évidemment aux îles Marquises, il va forger un style vraiment qui lui est propre. Alors dans cette toile, le printemps, c'est une commande passée par Gustave Arosa. En fait, il a reçu la commande de 4 dessus de porte, donc chaque dessus de porte, c'est une saison. Et donc évidemment, le format en est allongé, hein, en raison de leur destination. Et ces toiles, en fait, ont pour but d'exalter l'unité de l'homme et de la nature avec ses cultures bien ordonnées, ses travailleurs anonymes penchés sur la terre, mais sans l'accablement des paysans peints par Millet. D'ailleurs, Pissarro n'aimait pas du tout qu'on le rapproche de Millet. Il n'aimait pas beaucoup Millet. Il avait une vision assez différente, je crois, de la paysannerie, qui était, je pense, plus en harmonie avec la nature. Alors, dans ses toiles au sujet ruraux, Pissarro utilise de grandes horizontales rassurantes et baignées de lumière. Et on sait que ce tableau a impressionné, excusez le jeu de mots, le jeune Gauguin. Alors voici ce que fait Gauguin. C'est sa première toile, hein, en tant que peintre à plein temps. Alors la grande diagonale, la représentation des terres presque nues, les verts vifs, l'or des blés et le traitement de la lumière sont bien sûr des emprunts à Pissarro. Alors j'aime bien le tableau qui vient, les pommiers de l'Ermitage. J'ai d'ailleurs repéré l'endroit exact où cette toile a été peinte. Il se dégage de cette toile une impression de paix, de tranquillité, et là on voit déjà que Gauguin gagne en assurance et en métier, avec les jeux d'ombre et de lumière au pied des arbres et sur les feuilles également des arbres. C'est une assez jolie toile. Le jardin de Pissarro. Alors c'est une œuvre méconnue, en fait, qu'on a complètement redécouvert lors d'une vente aux enchères, je crois chez Sotheby's en 2019. Et en plus, cette toile a une particularité, c'est qu'elle a son verso. Alors je vous montre pas le verso, mais en fait, il y a deux autoportraits Gauguin, et sans doute les tout premiers.
Alors, la maison qui est représentée au milieu de la nature, verdoyante, c'est un thème qui est cher à Pissarro, hein, bien sûr. Et on sait que celui-ci aimait peindre dans son jardin sous une ombrelle fixée à son chevalet. Et donc, Gauguin a représenté, on aperçoit le dos de Pissarro et bien sûr son ombrelle. Un autre sujet traité par les deux peintres, donc Rue sous la neige à Oni. Et voici ce qu'en fait Paul Gauguin. Alors, en 1883, Pissarro vient de quitter Pontoise. Malheureusement, les loyers deviennent trop chers. Et donc, il va sur Rony où il ne va pas rester très longtemps parce qu'il ne s'y plaira pas beaucoup. Et donc, il va rechercher ensuite un endroit plus charmant qui sera le dernier endroit où il se posera à Iragny-sur-Epte. Alors maintenant, j'aimerais que... C'était un petit peu vite, excusez-moi. Voilà, alors cette toile est intéressante parce que vous avez déjà vu que dans les toiles précédentes, bon, les paysans étaient des petits personnages, je dirais, dont les silhouettes étaient tout juste esquissées, qui étaient en fait un peu absorbés hein, par le paysage. Là déjà, on a des personnages qui sont plus importants et auxquels, je dirais, on s'intéresse davantage. Et alors, ça correspond à une période où Camille Pissarro a peint un certain nombre de toiles chez son grand ami Ludovic Piette, qui était peintre également, et qui avait une maison de campagne en Mayenne. Et il va accueillir donc Camille Pissarro et sa famille. Et là, Pissarro va réaliser un certain nombre de toiles. Et je trouve cette toile, ma foi, plutôt réussie. Et en fait, c'est, je dirais, une toile de transition. Après, à partir de 1880, en fait, la figure va commencer à prendre de plus en plus d'importance jusqu'à devenir même le sujet principal de ses tableaux. Les campagnards y sont représentés simplement et se fondent dans une nature harmonieuse. Alors, dans cette toile merveilleuse hein, qui se trouve au musée d'Orsay, mais il y en a également d'autres versions, les petites coupes pinceaux et le jeu subtil des ombres et des lumières adoucissent les volumes solides du portrait qui se détache sur un fond de feuillage extrêmement vivant. Et là, je me réfère à un texte de Mirbeau qui est assez intéressant. Alors, Mirbeau était un grand ami hein, des impressionnistes, était un romancier connu, il a écrit notamment le journal d'une femme de chambre, je crois, dont ensuite Louise Buñuel a fait une adaptation cinématographique. Et puis il est surtout l'auteur de la pièce de théâtre extrêmement célèbre, Les affaires sont les affaires. Alors j'en reviens donc à Octave Mirbeau, qui est un grand ami des impressionnistes, et il disait des choses très pertinentes à propos des visages. Il disait que les visages chez Pissarro étaient en quelque sorte comme des paysages. Et là, je le cite, personne à propos de Pissarro n'analysa avec plus d'intelligence et de pénétration le caractère des choses et ce qui se cache sous la vivante apparence des figures. Ainsi quand Pissarro représente des individus, ceux-ci sont toujours en perspective dans la vaste harmonie tellurique, réduits à leur fonction de plantes humaines. Jeune paysage, jeune paysanne au chapeau de paille. Cette toile est d'une pureté de forme qui peut évoquer même la Renaissance italienne. La petite bonne de campagne. À côté des tableaux figurant des personnages dans la nature, Pissarro, dans les rares intérieurs qu'il peint, cherche à présenter ses modèles en harmonie avec leur environnement. Ici, la jeune femme, au centre du tableau, s'intègre dans un espace subtilement équilibré, où chaque objet occupe une place déterminée, comme si l'artiste avait saisi cet acte de la vie quotidienne dans son instantanéité. Et vous voyez d'ailleurs l'un des enfants de Pissarro hein, derrière la table. Alors les bonnes étaient un problème hein, pour le ménage Pissarro, dont les ressources étaient régulières et les enfants nombreux. Julie, la femme de Pissarro, était assez autoritaire et elle se déclarait souvent mécontente du personnel qui avait fort à faire pour s'occuper des enfants, travailler au jardin car il fallait entretenir le potager et poser parfois pour le maître.
Jeune fille prenant son café. Ici, c'est une très jolie toile. Ici, la lumière naturelle douce enveloppe la scène d'une couleur chaude. La blouse de couleur marron à manches longues s'accorde avec le cadre rustique et sans prétention de la scène. Le silence est palpable et la fenêtre par laquelle rentre la lumière offre la vue d'un environnement verdoyant tranquille. Cette œuvre invite le spectateur à apprécier les moments solitaires et calmes d'une vie simple. La charcutière. Alors Pissarro se passionne pour les scènes de marché, hein, et il les a observées entre autres à Pontoise. Et ce tableau est composé d'éléments étudiés séparément et non pas observés dans un ensemble selon l'habitude de l'artiste. Alors, l'analyse au rayon X de la toile a révélé des modifications. Ainsi, la femme qui est sur la droite, à l'origine était de profil et penchée à gauche. Et la femme occupant le premier plan avait un visage plus âgé, auquel Pissarro a substitué le visage juvénile de sa nièce Nini. La composition est néanmoins remarquable. Le tablier blanc de la charcutière est un élément structural au milieu des formes et des lignes multiples, et les personnages se détachent subtilement du fond. L'attrait du peintre pour les marchés pittoresques est tel qu'il sera l'une des raisons pour lesquelles Pissarro s'installe à Éragny-sur-Epte, à proximité de Gisors, à 3 kilomètres de Gisors, et de son marché dont il va peindre de multiples scènes à l'huile et à la gouache. Alors l'autre raison peut-être, c'est probablement la proximité de Monet qui s'est installé à Giverny. Alors j'aimerais vous montrer un nu de Pissarro. Pissarro a fait peu de nus. C'est peut-être pas par là où il a pu, je dirais, le plus excellemment brillé, mais néanmoins, c'est un tableau intéressant. Alors, il a fait des baigneuses, hein, seul ou en groupe. Il a fait une série, hein, on va dire principalement entre 1885 et 1887. Alors, outre le fait qu'il n'est pas facile de trouver des modèles, en fait, et il prenait des modèles dans son entourage, je dirais, proche, hein. Madame Pissarro n'apprécie pas trop de voir son mari travailler sur de tels motifs. Peinte en atelier, cette toile, évidemment, n'a pas la facture d'un travail spontané en plein air. Le pigment est épais, la surface est rugueuse, et la surface est rugueuse et due aux touches accumulées. Et on peut déduire de cela que l'artiste a une certaine difficulté à peindre sans pouvoir se référer directement à ce qu'il veut représenter. Alors là, très rapidement, j'aimerais évoquer les différentes techniques utilisées par Pissarro. Alors, il a le corpus de Pissarro, c'est à peu près 1500 toiles à l'huile. Mais il a produit des milliers de dessins, de gouaches, d'aquarelles, de gravures et d'estampes. Alors voici par exemple une étude d'une scène avec un faucheur, c'était une encre de Chine, à la vie un crayon, qui se trouve à l'Ashmolean Museum d'Oxford. Voici une gravure. Alors à partir de 1873, Camille Pissarro va travailler la technique de la gravure grâce à son ami le docteur Gachet, qui possède une presse dans sa maison d'Auvers-sur-Oise. Alors maintenant, voici une eau forte qui représente la foire Saint-Martin donc à Pontoise, qui se tient au mois de novembre. Alors Pissago et Degas vont collaborer étroitement à partir de 1879 à la réalisation de gravures. Et parmi les impressionnistes, ce sont peut-être les deux principaux, hein, qui se sont intéressés à ce mode d'expression, à cette technique plutôt. Et à Irani, d'ailleurs, Pissarro va installer un atelier de gravure avec une presse qui sera utilisée par ses enfants en particulier, et Lucien. L'eau forte donc consiste à creuser avec de l'acide des zones à imprimer dans une plaque de métal protégée par un vernis résistant. En creusant plus ou moins profondément, on peut réaliser plusieurs densités d'ancrage qui influent sur la netteté de l'état de l'estampe. Ici, je crois que c'est un deuxième état, oui. Alors voici une autre technique. Alors là, Pissarro a fait des milliers de dessins, hein. Là, c'est l'église d'Erani parce que nous abordons évidemment une des périodes peut-être les plus heureuses pour Pissarro, pour de multiples raisons, parce qu'il va commencer à accéder à une certaine forme de notoriété, donc il aura moins de problèmes d'argent, à telle enseigne d'ailleurs qu'en 1892, il va pouvoir se permettre d'acquérir le domaine qu'il loue dans un premier temps. Alors voici donc Pissarro à Irani, donc il y a une grande maison de maître. Alors les lieux existent toujours, hein.
Et ici, donc, c'est une grange que Pissarro a transformée en atelier. Et donc, il a fait construire un escalier sur le côté. Et également, il va faire percer une immense baie vitrée de 3 mètres d'ouverture, arrondie en cintre, pour recevoir la lumière, et d'où il apercevra le jardin les jours où le mauvais temps l'empêche de peindre à l'extérieur. Alors, j'aime beaucoup la photo qui vient. C'est Camille Pissarro et son atelier mobile. C'est une belle photo de Personnaz qui a réalisé tout un ensemble de photos de Pissarro à Éragny, hein, qui se trouve dans les archives du musée Pissarro à Pontoise. Alors voici une très belle photo aussi qui représente Pissarro en train de peindre. Donc on retrouve son atelier à un portatif. Alors vous avez son époux, Julie, hein, sur la gauche. Vous avez l'un de ses fils, Paul-Émile, qui sera également artiste peintre, et sa fille Jeanne, dans le jardin. Alors, il a eu deux filles hein, qui s'appelaient Jeanne. Je parlerai de l'autre qui est décédée évidemment à l'âge de 8 ans. Voilà, c'est une très belle photo, très, très émouvante, eh bien, qui nous font bien saisir la bonhomie aussi, je dirais, de Pissarro. À la fois cet air humble et, comme le rappelait très justement Cézanne, aussi colossal. Ah, voici ce que faisait en arrivant à Irani Pissarro. On voit déjà là que la technique quand même a déjà un petit peu évolué. Il a déjà un style un petit peu différent puisqu'il a tout au long de sa vie expérimenté des techniques différentes. Et on voit que Pissarro à cette époque commence à se chercher et il va être séduit en fait par un nouveau mouvement qu'on appellera le mouvement néo-impressionniste. C'est le critique d'art, hein, Félix Fénéan, qui a donné ce nom en fait à un courant que nous identifions davantage comme le courant pointilliste ou divisionniste. Évidemment, le maître de ce nouveau courant, c'est Georges Seurat, que connaissait très bien Pissarro. D'ailleurs, il le fera rentrer dans la dernière exposition des impressionnistes en 1886 aux côtés de Paul Signac. Alors, c'est évidemment une toile absolument emblématique, hein. Déjà de par ses dimensions, hein, 2 mètres sur 3, et puis l'ambition, hein, c'est un manifeste en quelque sorte hein, de ce nouveau mouvement qui est en rupture avec le mouvement impressionniste. Alors l'innovation en fait du mouvement que nous appelons plutôt pointilliste consiste en fait dans un contrôle extrême de la composition, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le mélange optique, c'est-à-dire que les touches de couleurs sont séparées pour s'unir en vibrant dans l'œil suivant la loi scientifique énoncée par Michel Eugène Chevreul dans son ouvrage de la loi du contraste simultané des couleurs, puisqu'en fait c'est une peinture qui serait faite à des découvertes en fait hein, de la perception en fait de l'œil. Et puis le troisième évidemment axe hein, de ce nouveau mouvement, c'est l'harmonie chromatique dans l'équilibre des couleurs complémentaires, hein, c'est-à-dire le bleu et l'orange, le vert et le rouge, le jaune et le violet. Et donc au cours de l'hiver 1885-1886, Camille Pissarro va expérimenter les théories divisionnistes de Seurat. Alors voici ce que ça donne l'église d'Irani. Alors vous voyez déjà en fait Pissarro s'émancipe quand même un peu, hein. Il s'en inspire, mais il a quand même son style à lui, hein. Voici ce qu'il fait. Alors ça j'aime beaucoup cette toile, c'est la vue qu'il avait de son atelier. Ça c'est une de ses toiles certainement les plus emblématiques, la cueillette de pommes. Les paysannes plantant des rames. Alors cette peinture a une histoire parce qu'en fait Julie Pissarro a emprunté à Claude Monet 20 000 francs pour acheter à l'insu de Camille la maison des Ragny. Il ne faut pas oublier que les Pissarro ont toujours été locataires et contraints de ce fait de déménager souvent. Donc Julie en a eu assez. Et donc, elle a mis devant le fait accompli et Camille. Et comme j'ai dit que sa situation financière s'était améliorée, il a pu se permettre effectivement de rembourser Monet. Mais alors Monet, assez élégamment, demandera plutôt à la place des 20 000 francs, il se fera rembourser par cette toile. Alors ça, c'est évidemment une des toiles peut-être les plus emblématiques de Camille Pissarro dans sa période dite néo-impressionniste. C'est La Gelée Blanche qui se trouve au musée d'Orsay. Il s'agit d'une scène pleine d'observations vraies. Deux enfants se réchauffent autour d'un maigre feu qui crépite sur le sol enneigé.
Et on notera l'éclat lumineux de la toile, où le peintre fait œuvre de poète. C'est Paul Signac qui le dit. Camille Pissarro use d'une grande diversité de touches et recourt rarement en fait au point, mais ici il donne une dynamique en employant des touches virgulées. Alors voici une autre œuvre, c'est une gouache qui est toujours, je dirais, se situe dans la lignée de cette nouvelle forme d'expression. Et puis alors peut-être l'une des toiles que je préfère, en tout cas celle que je préfère de sa période dite néo-impressionniste, c'est l'île Lacroix de Rouen. Alors cette technique donc va contraindre Camille Pissarro à travailler avec les masses et les grands plans, notamment le bateau à l'avant gauche, la cheminée d'usine à droite. Il peint également là où il n'y a rien d'autre que le ciel et l'eau, en faisant vibrer ces éléments d'une clarté argentée. L'espace ouvert en l'immensité accrue par les petites silhouettes des deux hommes sur le pont du bateau amarré à gauche. Ici, la vision du peintre est personnelle dans une œuvre dont la technique d'exécution, ne l'oublions pas, requiert une très grande lenteur, au moins 5 à 6 fois plus de temps que précédemment, avec cette nouvelle technique. Et la mort de ce rat et les difficultés liées à la grande difficulté de vendre les toiles de cette période, car Paul Durand-Ruel n'aime pas du tout cette nouvelle technique. Et de ce fait, il a arrêté d'acheter des tableaux à Camille Pissarro. Donc tout ceci va encourager Pissarro à rompre avec le mouvement qui restera encore illustré par Paul Signac et ensuite qui sera rejoint par Cross. Camille Pissarro écrit à son fils Lucien: je crois que tu as raison et c'est fini le pointillé. Alors voici ce qu'il fait après. Donc ici, on voit bien que cette toile illustre le retour à une technique plus classique, plus libre, qui n'est plus enserrée dans les règles du carcan pointilliste. Alors j'aimerais dire un mot tout de même de Pissarro et de l'anarchisme. Alors, parole d'un révolté de Kropotkin, préface d'Élisée Reclus. Ils sont géographes, d'ailleurs, tous les deux, Kropotkin et Élisée Reclus, qui a introduit, en fait, en traduisant les ouvrages de Kropotkin, l'anarchisme en France. En tout cas, l'a théorisé. Le parcours de la vie de Pissarro en est une illustration parfaite, et bien sûr. Très tôt, il va s'opposer à son père, qui le destine à la quincaillerie familiale. Il fugue, une fugue de 21 mois au Venezuela avec Fritz Melby, pour rompre le cas qui m'attachait à la vie bourgeoise. Je cite là Pissarro. Plus tard, il va quitter l'enseignement des beaux-arts très vite pour suivre la formation plus libre de l'Académie du Père suisse. Il part en rébellion également contre les salons officiels. Il brave l'autorité de ses parents en se mettant en concubinage notoire avec leur bonne, de confession catholique, Julie Vellet, qu'il épouse 11 ans plus tard et qui lui a déjà fait 3 enfants. De plus, Pissarro fera preuve tout au long de sa vie, à l'exception de la dernière période de 10 ans précédant sa mort, d'une grande impécuniosité qui nourrit sa détestation des bourgeois, d'autant plus qu'il dépend d'eux pour vendre ses toiles. Camille Pissarro lit et relit les œuvres de l'écrivain anarchiste russe Kropotkin, hostile à la dictature du prolétariat tout autant qu'au capitalisme. Et Camille Pissarro applique à l'échelle familiale, notamment à Éragny-sur-Epte, le phalanstère préconisé par Fourier et Kropotkin, forme de vie qui permet de vivre en autarcie. Et en décembre 1889, Camille Pissarro adresse à ses deux nièces, Alice et Esther Isaacson, qui partagent ses idées politiques, un recueil de 28 dessins à plumes dans un volume relié intitulé Turpitude sociale. Et il s'agit en fait d'un exemplaire unique à usage familial et la plupart de ces dessins sont violents. Alors ici, vous avez Jean Misère, ce misérable air émouvant dans sa solitude miséreuse. Alors la légende du dessin que nous ne voyons pas est empruntée en fait à un journal anarchiste. Et en fait, la légende préconise de couler dans le gosier des riches millionnaires l'or que ceux-ci sont supposés avoir volé. Alors ça vous rappelle peut-être pour Satan ou certaines le supplice de Crassus, le membre du premier triumvirat créé avec Pompée et César, auquel les Parthes avaient versé de l'or fondu brûlant dans la bouche. Lutte pour la vie. Alors là, c'est un bourgeois qui est attaqué dans une ruelle par un trio d'apaches, nous dirons des voyous. Pissarro écrit: avoue qu'il est dans une piteuse position, le bourgeois, auquel les bandits font restituer de force l'argent qu'il a volé aux pauvres. Et enfin, ce dernier dessin, intitulé Révolte, est une apologie de l'insurrection qui massacre les riches voleurs, les riches corrupteurs, les riches affameurs, les fusilleurs, bien sûr, souvenir de la Commune et de la répression versaillaise,
Avec ses dessins, Pissarro s'inscrit dans la tradition de Daumier. Alors la France est secouée hein, par des attentats anarchistes. Hein. Les deux plus, on va dire, ce qui formera l'acmé peut-être des attentats anarchistes, c'est l'attentat à la bombe dans la Chambre des députés. Hein. Certain Édouard Vaillant va lancer une bombe dans l'enceinte même de la Chambre des députés. Il y aura fort heureusement que des blessés. Et puis l'année suivante, le 25 juin 1894, c'est l'assassinat à Lyon. C'est Césario un anarchiste italien qui poignarde le président de la République. Alors à cette époque, Camille Pissarro est en Belgique et du fait de la grande sévérité de la répression, on connaissait bien sûr ses idées anarchistes, même s'il il n'a pas, je dirais, participé au lancement des bombes. C'était quand même un sympathisant et donc Pissarro préfère rester quelques mois de plus en Belgique et là, il est avec ses fils Ludovic, Rodolphe, Lucien et Félix. Alors maintenant, j'aimerais vous parler très rapidement de Pissarro portraitiste. Alors, Pissarro n'a pas effectué beaucoup de portraits, ce sont plus souvent les membres de sa famille ou des amis intimes. Alors là, il a fait un ensemble de six toiles hein, sur l'une de ses filles, Minette, qui s'appelait en fait Jeanne. Il y a une autre Jeanne hein, que je vous ai montrée dans la photo là, de 1877, qui était sa sœur, et celle-ci malheureusement est décédée à l'âge de 8 ans. Alors ça, une très jolie toile. Elle se tient debout dans une pièce à peu près vide d'objets. La fillette semble intégrée au décor de telle sorte qu'elle semble émerger de celui-ci. On pense un peu à Vuillard, hein, me semble-t-il, dans cette toile déjà. Alors très jolie toile aussi qui a un peu un caractère d'inachevé. C'est Jeanne tenant un éventail. J'aime beaucoup celle-ci. Portrait de Jeanne avec un bouquet de fleurs le peintre allie la douceur des couleurs, une tendresse qui fait songer un peu à Corot. Les jaunes pâles et les camélieux de rose sont rehaussés par le ruban bleu ciel du chapeau et les coloris du bouquet posé sur les genoux de Minette. Un soupçon de tristesse traverse le regard, comme si Pissarro avait pressenti la mort de sa fille 2 ans plus tard. Et là, c'est le dernier portrait hein, de Jeanne euh, qui est très émouvant, qui est peut-être renforcé d'ailleurs par le caractère inachevé de la toile. Les cheveux de la fillette ont été coupés courts hein, pour que celle-ci n'ait pas trop chaud. Et Minette fixe du regard son père et serre dans ses mains une poupée. Félix au béret rouge, alors comme tous les portraits effectués par Pissarro, celui de Félix Camille, son troisième fils, surnommé Titi, est d'une grande vérité. Le jeune garçon est âgé de 7 ans. Hein. Il lui fait prendre une pose très naturelle. Voilà. Et donc ce fils mourra à l'âge de 23 ans. Et déjà, il avait, je dirais, un certain talent de peintre reconnu. Et ce qui vaudra d'ailleurs dans la presse un article très louangeur d'Octave Mirbeau, le grand ami donc des impressionnistes. Alors nous en revenons à Pissarro. Hein. On est en 1896, c'est l'époque donc où Pissarro est à Irani, mais il a une infection à l'œil qui l'oblige à travailler derrière ses fenêtres. Il est lassé en fait à un moment donné par les motifs hein, que lui offrent les environs immédiats de sa demeure et donc il décide d'explorer d'autres lieux. Et Durand Ruel l'encourage à peindre des vues urbaines et aussi de villes, bien sûr, et puis aussi des ports. Et donc c'est ce qu'on va appeler les séries. Donc Pissarro va entreprendre donc des séries à Rouen, au Havre, à Dieppe et puis bien sûr à Paris. Tableaux pour lesquels hein, Durand-Ruel a une demande. Hein, donc, des petits et des plus grands formats. Hein. Alors, on va commencer par Rouen, le pont Boël-Dieu. Donc, il se met au travail. Hein, et voilà ce qu'il dit à son fils Lucien, moins de 2 semaines après son arrivée. Mes tableaux avancent, j'en ai 8 en train. 2 semaines plus tard, il ajoute à propos de ses toiles inachevées, elles me paraissent grises et lourdes. Je suis éreinté à cause de la gymnastique qu'il me faut faire pour voir les motifs de la fenêtre. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le grand pont, partant de pluie, avec son animation, ses piétons, ses ouvriers travaillant sur les quais, ses bateaux, la fumée, la brume dans le lointain. Voilà. Voici encore une autre toile, le pont Boieldieu, soleil couchant en brumeux. Là aussi, c'est manifeste avec Monet. Ce sont vraiment les deux impressionnistes qui ont su saisir dans ces infinies nuances les subtilités, je dirais, des effets atmosphériques.
Et voilà. Alors là, le pont est vu sous un autre angle, hein. Il est sur la gauche, hein. Pont Boieldieu, effet de brouillard. Alors, nous passons à Paris. J'aimerais vous montrer quand même quelques toiles de Paris. Alors, cette toile qui est magnifique, hein, boulevard Montmartre de nuit. Donc, en fait, il va s'intéresser à partir du 197 et 1898 au boulevard parisien. Et sur un corpus d'un peu plus de 1500 toiles, 300 vont être consacrées à des vues urbaines, hein. En 1897, il va donc commencer une suite de vues prises de fenêtres de différents hôtels, hein. Alors ici, il habite au Grand Hôtel de Russie, rue Drouot, qui lui permet de voir l'enfilade des boulevards. Et il met plusieurs tableaux en chantier à la fois, ce qui lui permet en fait de saisir un instant de la journée ou du soir. Et il peint 14 toiles en 2 mois que lui achètera Paul de Ronruel. Voici le boulevard Montmartre matin d'hiver. Voici le boulevard Montmartre au printemps. Et on peut dire que la vivante image illustre la façon dont Pissarro met en pratique ses conceptions, hein. Il disait, il faut observer le motif plus pour la forme et la couleur que pour le dessin. L'œil ne doit pas se concentrer sur un point particulier, mais tout voir simultanément, observer les reflets et les couleurs projetées autour d'elle. Alors maintenant, ça c'est une autre série, c'est celle de la place du Théâtre Français et de l'avenue de l'Opéra. Là, il travaille avec enthousiasme. Donc là, effet de pluie. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il montre l'embouteillage des voitures, la foule des passants, les quelques arbres malingres qui sont traités dans des tonalités délicates. Et contrairement à Monet, qui représente dans ses séries toujours un même sujet traité sous un même angle, Pissarro, lui, varie son point de vue, hein. Neige, pluie, soleil hivernal, du matin ou de l'après-midi, Pissarro retient la plus grande variété d'aspects du sujet choisi. Alors voici encore une autre vue, après-midi d'hiver, soleil matinée d'hiver, et cette toile, le théâtre français, place du théâtre français, pardon, au printemps. Voilà, qui se trouve au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et j'aimerais terminer donc sur un buste, celui de Paul Paulin. C'est un buste en plâtre. Alors, Paul Paulin, c'était un dentiste de profession et un sculpteur amateur, hein. Mais Paul Paulin a modelé, donc ça, c'est de l'année de la mort, hein, de Pissarro, mais va réaliser également toute une série de bustes, hein, des artistes impressionnistes. Et puis, le dernier autoportrait de Pissarro, il est de 1903, de l'année de sa mort. Alors, pour conclure, je dirais que Camille Pissarro souffre encore aujourd'hui d'un déficit de notoriété par rapport à Monet, Van Gogh, Degas, Renoir ou encore Gauguin. Cependant, il a exercé un rôle majeur au sein du mouvement impressionniste en agrégeant autour de lui, en plus des noms cités précédemment, l'inclassable Cézanne et même un temps Seurat et Signac. Sa générosité et son ouverture au talent des autres ont permis à Cézanne et à Gauguin de forger progressivement leur propre style, et cela vaut peut-être encore plus pour Cézanne qui a déjà 38 ans quand il peint aux côtés de Pissarro. Pissarro, en expérimentant des techniques différentes tout au long de sa vie, a recherché par une alchimie subtile des couleurs et des formes à exprimer l'accord harmonieux de l'homme et de la nature. Et c'est ici que se termine ma conférence et où je vous propose donc de dialoguer si vous le souhaitez. Vous pouvez me poser des questions. Voilà.